Maintenant, je reprends les postes. Je commence depuis devant. Parce que derrière, ça va pas trop mal, on n'a pas trop pris de goal c'est un. Mais devant, les gars, c'était pas suffisant. Jusqu'à présent. Yeah, à Fribourg le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux. Jusqu'à présent. À Fribourg le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux. Jusqu'à présent. Bon les gars, aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de Cirer le banc. Je suis Marius Cam et j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue de banc préféré, le Jérémy Jaunin du football, Romain Ediger. Salut Romain, comment ça va ? Salut Marius, ça va et toi ? Ça va nickel. Jérémy Jaunin, c'est par rapport à la taille ou bien ? Exactement, Et le talent ? la taille. La taille. Mais comme on dit, la taille, ça compte pas. Si vous avez compris ma rêve avant, vous sachez qu'on va parler de la balle orange et nous avons le plaisir d'accueillir une pointure dans le domaine. Elle joue à Elfec Fribourg, seule équipe de basket féminine encore invaincue cette saison en Suisse en championnat. J'ai nommé Eléa Jaco. Salut Eléa. Salut, Comment ça va ? ça va bien et toi? Ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un lieu incontournable de Fribourg, la salle Saint-Léonard, bassin de nombreux titres romains. Ouais, exactement, on a le plaisir d'être ici à Saint-Léonard. Et pour commencer ce podcast, Eléa, on a une question un peu traditionnelle pour toi. On aimerait savoir qu'est-ce que ça signifie cirer le banc. Cirer le banc, c'est quand on n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu et que on a les fesses posées sur le banc pendant de longues minutes pendant les matchs. C'est un peu ça la signification généralement. Est-ce que cette expression, tu peux l'appliquer à un certain moment de ta carrière ? Je pense que chaque joueuse, quand on arrive en Liga, c'est un passage un peu obligé. Ça fait partie, je pense, de l'apprentissage de tout joueur, j'ai envie de dire. Donc oui, c'est clair que dans les premiers temps que j'étais en Liga, j'ai pas mis tout de suite les pieds sur le terrain, mais c'est derrière moi actuellement. Et c'était compliqué, tu parlais de passage, de passer des juniors justement à la première équipe où tu as beaucoup de temps de jeu et tout à coup tu dois faire 2-3 minutes. Comment tu l'as géré un peu ce passage-là ? C'est vrai que c'était pas forcément évident. Enfin, moi j'étais assez jeune, j'avais 16 ans, donc c'est vrai que je sortais des équipes jeunesse où j'avais un rôle important à tout d'un coup la Liga où faut plutôt apprendre des autres, savoir pas forcément se mettre en retrait, mais prendre les conseils où il faut et puis apprendre un maximum. Mais disons qu'en parallèle, je jouais en Ligue B, donc j'avais quand même un rôle quelque part. J'étais pas juste posée là en Liga et à pas savoir quoi faire. Donc disons que ça aide d'avoir la Ligue B en parallèle. C'était une longue introduction. On est déjà parti dans le sujet, mais juste avant de lancer vraiment le podcast, le petit sommaire. Alors, on va commencer par parler de tes débuts dans le sport, ta jeune carrière et donc tes débuts aussi dans le monde des grands, comme tu expliquais juste avant. Ensuite, on s'intéressera au présent maintenant avec Elfec Fribourg. On parlera aussi du basket féminin, de sa médiatisation. On parlera du 3-3 et aussi du niveau suisse d'Elfec et aussi par rapport à l'Europe. Et on finira avec ta vie un peu plus personnelle, tes études, comment tu vois le futur de ta carrière. Et on va terminer avec notre jeu habituel et préféré, la banquette. Et Romain, on prépare une petite surprise. Une petite surprise à la fin pour notre chronique La Banquette. Vous verrez, restez avec nous jusqu'à la fin. Ça va être grandiose. Ça va être grandiose. Beau programme aujourd'hui avec toi, Eléa. On peut commencer par la première thématique, donc tes débuts dans le sport, tes débuts de ta jeune carrière. À quel âge as-tu commencé le basket et comment ça s'est passé un peu ces débuts pour toi ? Rien de très phénoménal. Je devais avoir 7 ou 8 ans si ma mémoire me trompe pas. Et puis c'est ma mère, mes parents qui voulaient que je fasse du sport déjà et puis surtout un sport d'équipe. Donc on m'a inscrite au basket et je suis jamais repartie. T'étais poussée un peu en fait à faire du basket ? Ou t'as eu le choix quand même ? Alors elle m'a jamais forcée à continuer ou quoi que ce soit, mais disons que c'était un peu soit le volley, soit le basket, et il se trouve que y avait un club, Villars Basket, qui était pas loin de chez moi. Donc j'ai fait mes premiers pas là-bas et puis voilà, la passion a démarré comme ça. Est-ce que ta famille, c'était une famille de sportifs ou pas forcément ? Alors mon père, il a fait beaucoup de natation en France. Après, ma mère, pas forcément. Et puis, c'était pas forcément l'idée que je devienne
joueuse professionnelle ou quoi que ce soit. Mais Raconte-nous un tout petit peu ton parcours de jeune basketteuse, où tu as commencé, quand tu es montée un petit peu dans les sélections des jeunes. alors, du coup, comme j'ai dit, j'ai commencé à Villars Basket en U9, U10, quelque chose comme ça. Je suis restée là-bas jusqu'en U12, donc on jouait dans des équipes mixtes. Et puis à partir de U14, c'est moins top de jouer avec des garçons. Donc je suis allée à Elphick parce que c'était le club féminin du coin. Et puis là, j'ai fait un peu toutes mes classes jeunesse, on va dire, U14, U16, U19. Et puis là, je suis arrivée en Ligue B, ça doit être 2017, quelque chose comme ça. Et puis je suis arrivée, j'ai fait Ligue B, Liga directement en même temps, avec, comme j'ai dit avant, un rôle assez important en Ligue B et puis plutôt un rôle d'observation au début en Liga. Et pour toi, jouer avec des garçons, est-ce que c'était important dans ton développement de jeune sportive ? Est-ce que ça a contribué aussi peut-être, je pense, au niveau technique, tactique, de développer ton jeu plus rapidement ? Ou pas forcément, c'était surtout une question de place ? On pouvait pas on pouvait pas faire d'équipe féminine. Au début, ça s'est un peu fait naturellement parce que c'est vrai qu'il n'y a pas, en tout cas moi à l'époque, il n'y avait pas forcément d'équipe féminine en U10, U12, peut-être Elphick, mais j'y pensais pas forcément à l'époque. Après, c'est vrai que quand on joue avec des garçons, surtout à cet âge-là, il faut leur montrer que tu es capable de garder une balle dans les mains, que tu es capable de quand même faire quelque chose. Donc je pense que de ce côté-là, ça te pousse à être un peu meilleur parce que s'ils voient que tu perds la balle dès qu'ils te la passent, eux ils préfèrent jouer perso et puis tu n'existes pas sur le terrain. Donc je pense que de ce côté-là, ça apporte un peu de combativité. Ouais. Est-ce qu'en grandissant justement dans ta carrière, tu as été un petit peu confronté à certains problèmes on sait notamment chez les jeunes dans d'autres sports, c'est des fois des ambiances très toxiques. Est-ce que c'était pareil à Elphick avant la Ligue B ou pas forcément ? Genre par rapport à l'ambition que certaines personnes peuvent avoir ou... On sait que par exemple dans le foot, dans les centres de formation, c'est très toxique, c'est chacun pour sa gueule. Est-ce que c'était comme ça dans le basket ou non, c'était vraiment très sain, on est là pour jouer avec les amis et puis pour s'améliorer ? Une sorte de concurrence un peu malsaine. Est-ce qu'il y avait cette ambiance-là ou pas ? Pas forcément. Honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti. Moi, ce que j'ai toujours apprécié dans le basket, c'est justement cet esprit d'équipe. Et alors, c'est clair que on est en concurrence pour du temps de jeu, ça c'est clair, mais je l'ai jamais ressenti de manière malsaine, je dirais pas ça, non. Puis à quel moment tu t'es rendu compte que la première équipe d'Elphick, ça allait être accessible pour toi ? Alors, accessible, honnêtement, je sais pas. Je sais que quand je suis arrivée à Elphick en U14, j'ai commencé à venir voir les matchs et ça a été un peu l'objectif d'atteindre la Liga un jour. Après, peut-être, je sais pas, quand je suis arrivée en U19, peut-être j'ai commencé à me dire que, ou peut-être même U16, je ne saurais pas donner une date précise, honnêtement, mais je pense que ça s'est fait un peu progressivement, à force d'aller voir la Liga et moi-même de progresser de mon côté, c'est devenu un objectif réalisable. Ouais. Ta progression, elle s'est fait assez naturellement ou au bout d'un moment, tu t'as explosé d'un coup ? Est-ce que tu avais déjà un statut de leader dans les équipes de juniors ? Oui, alors je pense que j'ai eu un statut de leader assez tôt. Après, pour moi, la progression, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est-à-dire, j'ai eu une grosse phase de progression quand je suis arrivée au tout début à 12-13 ans. Et puis après, ça s'est un peu calmé. Puis j'ai de nouveau eu une phase de meilleure progression U16. Enfin, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est vraiment... je pense dans le sport, de manière générale, on a toujours un peu des hauts et des bas. Et puis voilà, il faut juste savoir capitaliser sur les moments où on progresse le plus et ne pas baisser la tête quand on est dans un peu, pas au fond du trou, mais quand on est dans un moment de moins bien. Finalement, tu accèdes à la première équipe. Comment ça s'est passé un petit peu ton arrivée dans l'équipe A d'Elphick Fribourg ? À l'époque, c'était Laurent Plassard, le coach. Et puis, moi, je m'attendais pas du tout à jouer en Liga cette année-là. Ça devait être 2017-2018, la saison. Et puis, c'était juste au début, pendant les premiers entraînements de l'année, je sortais du championnat d'Europe U16 avec l'équipe suisse et il m'a envoyé un message, il m'a dit je voudrais que tu viennes t'entraîner avec la Liga ce soir. Et puis du coup, moi j'y suis allée toute stressée. J'étais déjà contente quand j'arrivais à faire une passe qui allait dans les mains de la bonne personne et puis que je marquais mes lay-ups sans trop de difficultés.
Et puis, ben ouais, ça n'a pas forcément toujours été facile, justement, parce qu'il y a toujours cette partie un peu stress. On veut faire les choses bien et on n'y arrive pas forcément parce que le niveau est quand même bien plus élevé en Liga que moi. Jusqu'alors, je connaissais U16 Ligue B, donc ça faisait quand même un gros saut. Donc, ça n'a pas toujours été facile, mais progressivement, ça a été de mieux en mieux. Là, tu parles surtout du basket, mais il y a aussi l'intégration dans un vestiaire avec des dames, finalement, qui n'est pas facile forcément à un jeune âge. Ouais, bah, c'est vrai que moi, j'avais du coup 15-16 ans. C'est vrai qu'on m'appelait un peu toujours le bébé. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas que des dames, comme tu dis. Il y a beaucoup d'âges différents, même dans une équipe senior. Et en l'occurrence, il y avait des joueuses qui avaient peut-être 2-3 ans de plus que moi. Donc ça a facilité la transition. Il y avait bien sûr des joueuses beaucoup plus âgées. Je pense, Marielle, par exemple, elle était déjà là à cette époque-là. Donc on a un bon écart d'âge, mais disons que le fait qu'il y ait eu des joueuses aussi plus jeunes, ça a aidé à l'intégration. Est-ce que tu as eu le droit, comme dans toute équipe d'adultes, à un petit bizutage? Oh, j'ai fait la rookie, oui, porter les sacs, remplir les gourdes, ce genre de choses, mais un bizutage, je pense pas qu'on puisse vraiment appeler ça un bizutage, quoi. C'est la routine des jeunes qui arrivent. Ça, c'est propre à Elphick ou c'est propre au basketball? On retrouve ça dans d'autres sports aussi? Alors, pour être honnête, je connais pas forcément le fonctionnement interne des autres sports, donc je saurais pas te dire, mais je pense que c'est assez général dans le basket, puis ça m'étonnerait pas que ce soit aussi le cas dans d'autres sports. Enfin voilà, porter les sacs, remplir les gourdes, c'est des petites tâches que les gens n'ont pas forcément envie de faire, donc on donne aux plus jeunes. Donc ton souhait, c'était d'attendre la prochaine joueuse qui arrive, la plus jeune. La prochaine rookie. La prochaine rookie, justement. Ouais, je sais pas si c'était mon souhait, mais ma foi, on prend les choses petit à petit. Je peux confirmer que dans les autres sports, les jeunes prennent assez cher aussi. On sent le vécu, du coup. On sent les ballons qu'on a dû aller chercher dans la rivière, parce que la rivière à côté du terrain de foot. Ça, c'est pas propre au basket. Hein. Finalement, tu as aussi eu l'occasion de représenter ton pays assez tôt, notamment en championnat d'Europe en U16, en U18, mais aussi en championnat du monde de 3-3, toujours en U18. Est-ce que ça, c'est particulier de jouer finalement avec le maillot de l'équipe de Suisse? Bah, clairement, c'est une fierté. Et puis, aussi, il y a toute une phase de sélection. Et c'est à la fois une fierté personnelle de réussir à passer ces barrages, si je peux dire ça comme ça. Et puis après, le fait de représenter son pays, c'est une fierté, c'est un accomplissement. Et puis après, on a envie de se donner à fond pour essayer d'avoir des résultats. C'est quoi ton premier souvenir de cette sélection avec l'équipe suisse? Je pense que c'était en U16. On a fait un premier rendez-vous en Italie. On a eu quelques jours de stage là-bas. Et puis après, l'été, on a fait un mois, tout compris entre les stages et puis le championnat à Skopje. C'est comment de devoir jouer sous le même maillot, dans la même équipe, avec des joueuses finalement en championnat t'affrontent peut-être? En fait, c'est une expérience assez intéressante. Tu apprends aussi à les connaître parce que quand on joue contre quelqu'un ou quand on connaît quelqu'un de manière plus personnelle, on se rend compte qu'en fait, sur le terrain, on n'est pas forcément... on n'a pas forcément pas la même personnalité, mais voilà, des fois on est un peu combatif, il y a des fois on est un peu énervé aussi sur le terrain où on se donne à fond et puis du coup on n'aime pas forcément l'adversaire et puis en fait quand on apprend à le connaître en dehors du terrain ou quand on est dans la même équipe, on se rend compte que c'est aussi des personnes géniales et très intéressantes et puis on se rend compte des qualités des autres et de comment apprendre à jouer avec en peu de temps. Donc humainement c'est très intéressant. Comment tu définirais un petit peu ton attitude sur le terrain? C'était quelqu'un qui s'énerve assez vite, qui garde plutôt son calme, qui est toujours à crier sur l'arbitre Alors, non, je suis pas la meilleure pour contrôler mes émotions. je fais de mieux en mieux, c'était pire quand j'étais petite. Après, honnêtement, je pense que ça dépend aussi beaucoup de mon niveau de jeu, malheureusement, j'ai envie de dire. C'est vrai que mieux je joue, mieux j'arrive à me contrôler, que ce soit parce que disons que quand on joue mal il y a toujours cet aspect de frustration qui entre en compte, donc disons que mieux je joue, mieux je me contrôle. T'as un exemple en tête d'un débordement un peu émotionnel comme ça? Alors
Une fois en U16, Ah voilà. L'anecdote. l'anecdote. Non, mais d'ailleurs, j'ai découvert une règle du jeu comme ça. Une fois en U16, j'ai eu 2 fautes antisportives. Donc, bon, c'était pas des fautes, genre j'ai pas blessé quelqu'un ou quoi que ce soit, mais au basket, quand tu coupes une contre-attaque, on te siffle une faute antisportive. Et j'en ai eu 2 comme ça dans le même match. Et en fait, c'est synonyme d'expulsion. Et à l'époque, je ne le savais pas. Donc, disons que par frustration, j'ai fait une 2e faute antisportive. Et ben voilà, j'ai découvert l'expulsion. Ma seule et unique expulsion, heureusement, mais voilà. Et tu comprenais pas pourquoi tu devais aller au vestiaire directement? Bah si, on me l'a expliqué, quoi. Mais j'ai découvert les règles du basket comme ça. Comme quoi, il faut faire des fautes pour comprendre un peu les règles de son sport. Voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. La morale de l'histoire. Yeah. À Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas eu. C'est sur cette belle morale qu'on veut passer au 2e thème, je pense. On va parler un peu de ta carrière actuelle et du basket féminin et du 3-3 avec Fribourg. On sait que ton jeu il est basé sur une défense assez solide. Tu as souvent l'occasion de défendre sur les meilleurs joueurs adverses. Est-ce que c'est un rôle que tu prends vraiment à cœur, de justement ce rôle défensif? Disons que oui, c'est important pour moi. C'est la défense, c'est la base de toute victoire. Donc oui, bien sûr, c'est un rôle que je prends très à cœur. Est-ce que tu aimes te mettre, prendre des charges, vraiment aller au corps à corps, tout donner sur le terrain? En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire au jour le jour. Après, des fois, c'est avec plus ou moins de réussite, mais c'est vrai que quand on voit qu'on arrive à stopper son adversaire ou qu'on arrive à lui faire un peu changer ses plans parce qu'il n'arrive pas exactement à faire ce qu'il avait prévu à la base, c'est hyper positif et puis ça donne envie de se battre encore plus. Mais on te connaît également comme étant une joueuse à droite à 3 points. On a pu le voir plusieurs fois la saison passée notamment, mais aussi cette saison. Quel aspect du jeu t'aimerais encore un peu progresser si on prend que le plan personnel chez toi? Je dirais qu'il faudrait que je progresse dans ma vision de jeu parce que il y a encore pas mal de fois où je fais des erreurs de lecture, où je fais des fois je fais comment dire, je cherche mes mots, dis donc. Non, mais des fois, il faut que je change un peu de rythme ou alors je vais prendre le 3 points. Il aurait peut-être fallu que je calme un peu les choses. Donc voilà, c'est un peu plein de petits détails de lecture de jeu qui feraient que je serais plus efficace si j'améliorais ça. Une lecture du jeu comme ça, on sait aussi que ça vient souvent avec l'expérience, les années. Et au final, on arrive à sentir le jeu au bout d'un moment. Ouais, c'est clair. Après, y a des jours où ça vient mieux que d'autres. Mais non, c'est clair que plus on joue de matchs, plus on a des minutes sur le terrain, plus on apprend et on lit les choses aussi d'une meilleure manière. Il y a le 3-3 qui a pris une place assez importante dans ta carrière, mais aussi dans le monde du sport fribourgeois. Il y a la création de Fribourg 3-3. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est créé, cette équipe? Tout simplement, à la base, c'est Nathan Jurkovic qui a monté une équipe avec des joueurs qu'il connaissait et il a vraiment cet objectif d'aller au JO en 2024 à Paris. Donc il a monté son équipe et puis il voulait faire une équipe féminine dans la même structure. Donc il est venu vers moi, il m'a demandé si c'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis moi j'ai accepté parce que c'est vrai que le 3-3, je trouve que c'est une expérience tellement différente en fait du 5-5 et puis c'est autre chose, c'est l'été, il y a de la musique, c'est des matchs plus courts, plus intenses et puis je sais que j'avais une bonne expérience en 3-3 avant ça, donc je me suis dit pourquoi pas. Est-ce que le 3-3 c'est aussi retrouver, tu disais cette ambiance finalement d'être dehors avec ses potes du street finalement un peu? Ouais, il y a de ça, clairement. Et puis il y a aussi le côté que je pense que la Suisse, il faut qu'elle mise là-dessus au niveau du basket suisse parce que on l'a vu l'année passée, elles sont allées jusqu'en quart de finale de Coupe d'Europe. Elles étaient vraiment à ça de se qualifier pour les JO de Tokyo. Donc c'est une motivation en plus ces perspectives-là. Pour les auditeurs qui connaissent pas trop le basket ni le 3-3, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi le 3-3 est différent du 5 contre 5 grosso modo?
Bon, déjà au niveau purement technique, il y a un panier. Il y a un panier, c'est des équipes de 4 joueurs, donc 3 en même temps sur le terrain et un changement qui se fait de manière autonome. Il n'y a pas de coaching pendant les matchs. Après, en fait, voilà, c'est quelque chose qui se joue dehors. Il y a la musique, donc c'est vraiment ce côté street, comme tu disais avant. C'est beaucoup plus un peu sur l'inspiration, sur le feeling. Sur le moment, il y a des systèmes de jeu, mais c'est moins construit et moins calculé peut-être que le 5-5. Et puis, c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus rapide. T'as pas vraiment le temps de réfléchir, en fait. Tu joues juste. Et peut-être tu as évoqué les JO 2024 à Paris. Est-ce que c'est un objectif et est-ce que tu peux nous raconter comment se passent les qualifications en ce moment pour votre équipe ? Alors, un objectif pour la Suisse, très clairement. Après, voilà, est-ce que j'en ferai partie ou pas, ça, l'avenir nous le dira. Mais pour la Suisse, ça serait vraiment un accomplissement énorme de pouvoir participer. Après, au niveau de la qualification, je t'avoue que les détails, je les connais pas. Je sais qu'il y a un ranking au niveau des points par fédération. Et les meilleures fédérations font ce qu'on appelle le tournoi de qualification olympique. Et ça, c'était un tournoi, les filles, elles y avaient participé en 2021 pour Tokyo, du coup. Malheureusement, elles avaient échoué en quart de finale et puis il fallait finir au moins 3e, sauf erreur. Mais voilà, c'est tout un système de points et de matchs de qualification pour atteindre les JO. Et pour atteindre ce nombre de points, vous devez participer à des tournois internationaux. Comment ça se passe, ce ranking ? Alors, je sais que... Alors, je t'avoue que c'est assez compliqué, mais il y a des points qui sont faits au niveau des joueurs personnellement. Moi, si je fais des points, je sais que ça rapporte des points en même temps à ma fédération. Après, tous les tournois de 3 contre 3 qui sont organisés en Suisse par la fédération suisse donnent des points à la fédération, etc. Enfin, il y a plein de petits événements comme ça qui peuvent rapporter des points. Est-ce que le 3-3, tu aimes aussi ce genre de basket parce que ça permet d'exprimer ta créativité sur le terrain finalement ? Ouais, il y a de ça. Et puis, ouais, comme je le disais avant, c'est vraiment ce côté de jouer sans trop y réfléchir, en fait. T'as tellement pas le temps, tu passes d'attaque à défense. En 5-5, l'attaque à la défense, certes, elle est rapide, mais t'as quand même tout le terrain à traverser. Là, en 3-3, si t'as 1 seconde de retard, ton adversaire, il a déjà marqué un panier. Donc, en fait, ce côté de vraiment devoir être dedans tout le temps et de pas avoir le temps de se poser des questions et que le fait que ça aille vite, je trouve ça très intéressant. Ouais. Est-ce qu'on ose dire qu'en 3-3, il y a quand même moins de tactique ou moins de plans de jeu définis par rapport au 5-5 ou pas forcément ? Oui, je pense que c'est plus justement axé sur la créativité des joueurs. Après, des systèmes, il y en a, mais je pense que c'est moins construit quand même qu'au 5-5, dans le sens où on laisse plus la liberté aussi aux joueurs de s'exprimer, plus qu'au 5-5, parce qu'au 5-5, il y a bien sûr aussi de la liberté pour s'exprimer, mais je pense que le 3-3, c'est encore plus axé sur ça. Au niveau de l'équipe de Suisse, vous n'arrivez pas à accéder aux qualifications pour le championnat d'Europe qui se tiendra en Israël et en Slovénie pour le 5-5. Il me semble que l'équipe de Suisse n'a pas participé à un championnat d'Europe depuis bien des années. 1993, c'est ce qu'on a marqué, on espère c'est juste. 53, non ? 53, pardon, je sais pas lire. Ça montre que le basket suisse est un petit peu à la traîne par rapport à nos voisins européens. C'est un problème de culture du sport, un problème peut-être de taille, on a moins de joueurs. Est-ce que c'est trop exigeant ? Je pense qu'il y a plus de choses. C'est vrai qu'en Suisse, on a peut-être moins cette culture du sport d'élite. Après, justement, du coup, ça fait que les joueuses qui sont suisses sont moins professionnelles. En Suisse, vivre du basket, c'est très compliqué. Donc, ça fait que, ma foi, il y a des talents qui doivent arrêter tôt le basket alors qu'ils auraient pu continuer, par exemple. Ou on n'a pas forcément envie, certaines personnes n'ont peut-être pas envie de s'investir à fond pour au final quelque chose qui restera leur hobby toute leur vie. Et ça fait que quand on arrive en équipe nationale senior, le nombre de joueuses d'élite qui sont encore là, il y en a moins que ce qui devrait être. Et
Et ça fait que, ben voilà, et puis comme les joueuses, une fois qu'elles commencent à travailler, doivent aussi repenser leur vision du basket parfois, parce que des fois, c'est pas forcément compatible avec un travail. Donc on a une équipe en fait jeune, voilà, en dessous de 25 ans pour la large majorité des joueuses. Et ça fait qu'on a aussi moins d'expérience. Enfin voilà, c'est un peu un tout en fait. Est-ce que c'est possible de vraiment concilier le 3-3 à fond, c'est-à-dire l'équipe nationale, tout faire, et le 5-5 aussi avec une équipe professionnelle comme Elfic Fribourg par exemple? Actuellement, oui. Par exemple, la saison de 3-3, elle est en gros de mai jusqu'à septembre. Donc la saison de 5-5, elle se finit plus ou moins en avril-mai et elle reprend en octobre. Donc c'est conciliable, ouais. Alors, on va passer à Elfic Fribourg. Cette saison, vous marchez sur le basket, vous marchez sur le championnat. C'est 19 matchs, 19 victoires, c'est 10 titres consécutifs. Vous êtes bien parti pour le championnat, mais il y a encore la finale de la Patrick Baumann Swiss Cup ce dimanche, comme tu le disais avant. Comment tu expliques un peu cette différence de niveau dans le championnat suisse? On a de très bonnes joueuses. Non, mais c'est vrai qu'on a parmi les meilleures joueuses suisses, on a Nancy. Avant qu'elle se blesse, on avait Marielle. Il y a Césarea aussi, bon, même si elle n'est pas suisse, mais on la compte comme une joueuse suisse. C'est vraiment, c'est les joueuses majeures du championnat qui sont chez nous. Et puis je pense qu'on arrive à très bien jouer ensemble. Donc ça, c'est à la fois dû aux joueuses, à leur talent et leur caractère, et notre coaching staff qui sait vraiment mettre en valeur les talents de chaque joueuse et les qualités de chaque joueuse. Vous avez aussi des étrangères de gros calibre avec Courtney Range. Elle a presque un calibre de WNBA. Ça aide forcément qu'on a une joueuse de ce type dans son équipe. Ouais, c'est clair. ça c'est clair, je peux pas dire le contraire. Non, puis je pense que humainement aussi, l'équipe s'est bien trouvée. On a des joueuses qui sont des leaders, mais il y a personne qui écrase les autres. Tu vois, oui, nos joueuses étrangères, elles sont très très fortes, mais elles sont pas là pour écraser les joueuses suisses ou quoi. C'est vraiment un équilibre qui s'est fait entre toutes les joueuses, je pense. Il y a peut-être aussi les moyens d'Elfic Fribourg, de toute la structure fribourgeoise autour du basket. On sait que chez les hommes, Fribourg Olympique, ils marchent aussi sur le basket suisse depuis quelques années, même si cette année, il y a Massagno qui est pas mal aussi. Est-ce que c'est l'environnement, c'est la salle, il y a un peu tout qui va ensemble finalement? Ouais, c'est vrai qu'il y a tout qui est bien ici. Enfin, je veux dire, tu parles de la salle, on a une salle magnifique qui est, je pense, la meilleure salle de Suisse, la plus adaptée au basket. On a le fitness juste en dessous. Enfin voilà, il y a tout ça. Puis nous, tu rajoutes la Coupe d'Europe, ça attire aussi beaucoup de joueuses. Donc c'est vraiment un peu un tout qui fait que Fribourg attire de bonnes joueuses. Et ouais, c'est clair que je pense que tu trouves pas de structure plus proche d'une structure professionnelle en Suisse au niveau féminin. Un futur objectif pour Elfic Fribourg, ça serait quoi? Ça serait de passer un cap au niveau européen? Ouais, je pense. C'est vrai que là, ça fait plusieurs années qu'on arrive à sortir du groupe, donc de la saison régulière, donc ça c'est déjà pas mal. Mais à chaque fois, on échoue un peu à l'échelon d'après, à part en 2021, on avait atteint les quarts de finale. Et donc ouais, ça serait vraiment cool de réussir à passer un échelon de plus. Ouais. Est-ce que c'est compliqué de jouer chaque week-end contre des équipes suisses où le décalage est important et d'un coup tu te retrouves en semaine contre une entité européenne assez forte, puis du coup il y a ce décalage de niveau, de rythme aussi? Je pense que c'est pas forcément comme ça qu'il faut le voir, c'est plutôt voir le match de la semaine comme une bonne dose d'expérience pour tous les autres matchs qu'on pourrait jouer en Suisse. Après voilà, les matchs de championnat, c'est des matchs de championnat, mais il faut plutôt penser aux matchs couperets, les matchs de coupe, les finales, tout ça. Et je pense que l'expérience qu'on a en Eurocup, ça nous permet d'aborder les matchs en Suisse plus sereinement. Cette année en Eurocup, vous avez échoué dans les matchs comptant pour les 16e de finale, c'était contre les Polonaises de Lublin. Est-ce que tu arrives à nous faire un petit retour un petit peu sur la saison en Eurocup d'Elfic Fribourg? Il y a aussi, je me souviens, les matchs où il y avait joué contre Benfica, il y avait une sacrée ambiance ici à Fribourg. Donc Est-ce que c'était une déception de terminer à ce stade ou finalement c'était l'objectif de simplement sortir du groupe?
Je pense que le premier objectif, c'était effectivement de sortir du groupe. Ça, on l'a réussi, donc ça, c'est une satisfaction. Après, ça fait toujours un petit pincement parce qu'en tant que compétiteur, on veut toujours aller le plus loin possible. Donc forcément, ça déçoit de sortir si tôt, surtout qu'on perd vraiment pas beaucoup, de 5-6 points. Donc c'est clair qu'on aurait aimé aller plus loin. Alors on peut pas jeter la saison à la poubelle ou quoi, parce que, sauf erreur, si je me souviens bien, ça doit être la première fois qu'on sort du groupe avec 4 victoires. Donc, 4 victoires. Donc, non, il y a des points positifs, mais c'est vrai qu'on a faim d'accomplir encore plus. Sur quel aspect, sur quel point doit Elfic Fribourg encore évoluer pour vraiment se dire ok, là on passe un cap et on arrive à peser dans la compétition européenne? Je pense que toutes ces années d'Eurocup, ça amène de l'expérience, ce qui fait que là on sort, on perd au cumul des 2 matchs, on perd de 10-12 points. Donc on voit qu'on se rapproche. Après, je pense qu'il manque peut-être encore un peu de densité dans l'effectif. C'est vrai qu'on tourne souvent avec des effectifs assez courts. Cette année, c'était dû aux blessures aussi, parce que l'équipe au complet aurait été beaucoup plus dense que ce qu'elle a été. Mais Marielle, elle s'est aussi blessée à la main en début de saison. Césaria, elle est parvenue aussitôt qu'espéré. Donc je pense qu'avec un peu plus de densité, ça permet au corps d'être aussi plus reposé et d'aborder les matchs coup près avec plus d'énergie. Tu parlais de Marielle, ça nous fait une parfaite transition pour parler un peu plus d'elle, justement. Une des meilleures basketteuses suisses de l'histoire, j'ai envie de dire. Comment c'est de jouer avec elle au quotidien ? Franchement, c'est énorme, j'ai envie de dire, parce que on apprend. Moi, j'ai appris énormément, que ce soit en jouant avec elle ou en défendant sur elle à l'entraînement. C'est vrai que, tu vois, elle était toujours bien placée au rebond, toujours une vision de jeu impeccable. Et puis c'est ce genre de joueuse c'est une leader, pas forcément par la voix, mais par l'exemple. Et puis, voilà. Je pense que en tant que jeune joueuse suisse, ça a été un énorme avantage pour moi de pouvoir évoluer toutes ces années à ses côtés. Là, malheureusement, elle était blessée en début de saison. Elle est revenue, elle a terrassé toutes les défenses suisses. Là, elle revient de se blesser. Est-ce qu'à 35 ans, finalement, peut-être qu'elle sent que son corps, au bout d'un moment, il dit stop? Ça, c'est pas à moi de le dire. Faudra lui poser la question. C'est clair que... j'espère pour elle qu'elle pourra revenir si c'est ce qu'elle souhaite. Parce que finir sur une blessure, personne souhaite ça, n'importe quel sportif, quoi. Donc c'est clair que c'est pas facile. Mais j'espère pour elle que si elle a envie de revenir, elle pourra le faire. Marius, il me semble que tu es en discussion avec Marielle. Ouais. Tu lui as posé quelques questions. Je lui ai posé quelques questions sur toi, Eléa. Puis apparemment, tu es une très bonne pâtissière. Et n'hésite pas à faire part de tes talents de pâtissière à l'équipe. Est-ce que c'est vrai, ça? Écoute, je crois que vu leur retour, je pense que ça doit être vrai. En tout cas, j'aime bien faire des gâteaux et j'aime bien les manger et les partager avec mes coéquipières. Donc sur ce point, elle doit avoir raison. Et il me semble que tu aimes bien aussi regarder les émissions à la télé française, Meilleur pâtissier, Top Chef, tout ça. Bien sûr. En plus, ça donne faim. Donc, de sources sûres. De sources sûres, oui. Marielle nous a aussi dit que tu avais une bouteille de sirop dans ton casier et que tu en profitais pour tout le temps mettre dans ta gourde avant les matchs. Alors ça, dernièrement, je le fais plus trop, mais c'est vrai qu'un temps, je le faisais. Ça donne toujours un petit boost pendant les matchs. Quand on a une baisse de sucre, un petit coup de sirop, ça fait pas de mal. C'est pour éviter le banc, en fait. C'est ça. C'est le secret. T'as tout compris. On notera alors. Yeah. À Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast. C'est magnifique, tu nous permets de finir en beauté et de transiter sur le 3e thème. Un petit peu tes études, la suite de ta carrière. Actuellement, tu étudies à l'Université de Fribourg en histoire contemporaine et en business communication. Est-ce que pour toi, c'était vraiment important d'avoir une activité, des études à côté du basket ? Ouais, clairement. Je me verrais pas du tout passer mes journées chez moi et sortir juste pour venir à l'entraînement. Je pense que déjà, je ruminerais trop dès que quelque chose ne va pas. Je pense que c'est quelque chose aussi de positif dans les études, c'est que ça te permet de changer d'air, de voir aussi d'autres personnes. Et puis,
c'est tout bénef pour le basket en fait. Tu dis changer d'air, mais c'est aussi essentiel d'un point de vue financier, entre guillemets. Oui, bon, bien sûr, hein, ça c'est clair. Parce ça, que c'est t'es clair. pas payé, t'es pas salarié du club. On est d'accord. Je pourrais pas vivre de mon activité, non. Est-ce que tes parents seraient d'accord que tu vives que du basket, tu restes à la maison toute la journée, ou ils diraient quand même là, Léa, faut faire quelque chose? Alors, je pense qu'ils m'auraient jamais laissé être joueuse pro sans avoir de diplôme ou un plan B, parce que bah voilà, en tant que sportif, on sait qu'une carrière, ça peut s'arrêter à tout moment sur une blessure ou quoi. Donc, il aurait de toute façon fallu que j'ai une solution de rechange. Mais après, en soi, si j'avais voulu être joueuse pro et que j'avais eu cette opportunité-là, ils m'auraient laissé. Alors, on te connaît comme étudiante, comme basketteuse, mais aussi comme pigiste à la Liberté. Les lecteurs de la Liberté se souviennent d'un super article sur les hannetons l'été passé. Le monde du journalisme t'intéresse. Comment tu vois ton futur? Alors actuellement, je le vois plus forcément comme journaliste, mais disons dans la communication de manière générale, la communication d'entreprise m'intéresse beaucoup aussi. Donc là, j'envisage de faire des stages l'année prochaine pour avoir un peu un pied dans le monde de l'entreprise et dans le travail de manière concrète. Parce que c'est vrai que l'université, c'est très théorique. Donc voilà, c'est un peu le plan. Et puis ensuite, un master en communication. Et ensuite, à voir où l'avenir m'emmène. Est-ce que ton futur, tu le vois avec Elphick Fribourg à long terme, et puis voilà, avoir un travail à côté comme Marielle Giroux fait, par exemple? Pour être honnête, je prends les choses un peu au jour le jour, étant donné que j'aimerais, tu vois, déjà finir mes études, voilà, avoir un travail. Et si ça peut être ici, pourquoi pas. Je suis totalement ouverte à continuer longtemps ici. Mais vraiment, je prends les choses au jour le jour et je pourrais pas te dire dans 3, 4, 5 ans, je me vois à tel endroit à faire telle activité précise. Mais si tout à coup Bourges Basket ou l'Asvel arrive et puis pose un contrat sur la table, est-ce que tu réfléchis à 2 fois quand même? Oui, bien sûr, mais Parce bon, que voilà. je sais que la Je suis quand Pro même A réaliste. t'intéresse aussi. Oui, mais je sais que c'est un level énorme. Donc, mais bon, s'ils veulent, je suis ouverte. Hein. Est-ce que tu as déjà eu des petits contacts ou pas du tout? Pas avec ce genre d'équipe, non. Ta relation avec les médias, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu entends par là? Ta relation avec... voilà, on sait que tu joues Elphick. Ta relation avec les médias, parce que c'est peut-être aussi des collègues à la Liberté, par exemple. C'est plutôt une bonne relation. On sait que certains sportifs, ils apprécient pas trop les médias. Bon, moi, j'ai jamais eu de problème. Enfin, j'ai toujours eu des bonnes relations. D'ailleurs, c'est un peu ça qui m'a guidée vers le journalisme à la base. C'est le fait de voir les journalistes autour de nos matchs, de se faire interviewer pour la première fois. Ça donne aussi envie un peu de voir l'autre côté, c'est-à-dire être la personne qui interviewe. Et puis, que du positif. Est-ce que tu trouves que la couverture médiatique d'Elphick est suffisante? Ou des fois tu te dis, j'aimerais quand même un peu plus sur notre équipe, un peu plus que les garçons peut-être? Honnêtement, on a des articles toutes les semaines dans la Liberté, donc je pense que au niveau couverture médiatique, c'est pas trop mal. Après, c'est clair que on a de la chance, par exemple, nos finales de Coupe Suisse, finales de championnat, c'est diffusé sur la RTS, donc je pense que c'est déjà un bon pas. Et je pense que sur ce point-là, mais pas seulement en basket féminin ou pas seulement à Elphick, mais de manière générale, je pense que le sport féminin pourrait être encore plus médiatisé. Et je pense que c'est quelque chose qui va s'améliorer dans les prochaines années. C'est l'heure de passer à notre petit jeu La Banquette, je pense, avec notre petite surprise. Alors, comment annoncer ça? Nous avons un stagiaire, non, pas un stagiaire, je rigole. Nous avons un nouveau membre dans cette équipe de Cyril Ban qui nous rejoint, Léo Zambelli, également pigiste à Radio Fribourg. Vous avez déjà pu entendre sa voix sur certains matchs de football ou certains matchs de Fribourg-Gotteron. Salut Léo. Salut Marius. C'est un plaisir de t'avoir au micro. Alors pour cet épisode avec Elia Jaco, on va te confier la lourde tâche d'effectuer notre petit jeu sur la banquette. Et ensuite, vous aurez l'occasion de l'écouter dans des épisodes
normaux finalement. Bon, là, Jaco, sur la banquette. Bon, déjà, on est à 2 jours de la finale de la Coupe de Suisse contre Puy. Petit pronostic Bah, victoire pour nous, quand Victoire. même. Non, je rigole. À part ça, comment on fête un titre quand on est autant habitué à gagner? C'est toujours la même chose, ça a toujours les mêmes saveurs, ou bien au bout d'un moment, on est un petit peu blasé quand même. Alors, je t'avoue que c'est, je pense, la question qu'on me pose le plus. Non, mais en fait, je pense pas qu'on puisse dire on s'habitue à gagner parce qu'au final, même si on enchaîne les victoires, ça reste des matchs importants, des matchs stressants parce qu'on sait que l'autre équipe en face, elle a rien à perdre, donc elle va arriver à fond. Et puis, nous, on est les favorites et en fait, on n'a pas le droit à l'erreur. Et puis, voilà, c'est beaucoup de travail. On s'entraîne tous les jours, plusieurs fois par jour pour certaines. Donc, au final, gagner un titre, il y a la joie du titre et puis il y a la satisfaction du devoir accompli. Et au final, je pense pas que c'est quelque chose vraiment à laquelle on s'habitue. C'est toujours un plaisir. Donc, je reformule, est-ce que c'est une obligation? Est-ce qu'on se sent obligé de gagner au fil du temps? Tout le monde s'attend à ce qu'on gagne. Et même nous-mêmes, c'est une exigence qu'on se met. Quand on est à Elfic Fribourg, on est là pour gagner. Et en fait, il n'y a pas d'autre option. Donc, mais c'est une exigence qu'en tant que joueuse, on se met nous-mêmes. C'est pas la pression de ce que les gens pensent, c'est pas la pression des médias, c'est même pas la pression du coach ou des dirigeants. Aussi, mais c'est vraiment quelque chose de intrinsèquement, en tant que joueuse, on veut gagner et on veut tout faire pour gagner. Si tu devais passer 24 heures sur 24 avec une joueuse dans le vestiaire, ce serait qui? Oula. Personne. Non, personne, non. Non, mais je sais pas, j'ai pas forcément une joueuse comme ça de préférence. Je m'entends bien avec toutes les joueuses du vestiaire, donc je prendrais toute l'équipe parce que non, mais parce que voilà, on est un bon groupe, on s'entend bien et puis ça fait plaisir d'être avec tout le monde. C'est qui la meilleure de l'équipe? La meilleure joueuse? La meilleure joueuse. Ça aussi, c'est difficile à répondre. Enfin, je sais pas, chacun a ses qualités. Je pense que à l'heure actuelle, je dirais sûrement Gabi Nikitinaité parce que c'est celle qui a, je pense, le plus d'efficacité. Mais encore une fois, chaque joueuse a sa pièce à apporter et personne pourrait gagner tout seul. La meilleure joueuse que tu as affrontée, c'est qui? Alors, en Eurocup, on en a affronté des sacrées joueuses. Je pense la plus emblématique, ça doit être Céline Dumerc. Après, avec l'équipe suisse, on a joué contre l'Italie et il y avait Cecilia Zandalazini. Et c'est des joueuses que tu as plutôt l'habitude de voir sur les réseaux sociaux ou à la télé. Et puis, d'un coup, tu te retrouves à jouer contre elles ou défendre contre elles et ça fait toujours un petit quelque chose. On en a déjà un peu parlé avant, mais on insiste un petit peu. Tu reçois une offre en Pro A ou en Pro B. Tu tentes ta chance? Oui, je pense pas que c'est des offres sur lesquelles on peut passer. C'est des championnats. Je veux dire, en France, ils ont un championnat tellement dense avec un niveau tellement impressionnant. Si tu as l'opportunité un jour de jouer dans un championnat comme ça, tu peux pas refuser. Tu feras des piges plus à la Liberté, mais au Figaro, par exemple. Ouais, c'est ça. Je changerai de journal. Tu préfères enchaîner les bonnes défenses sur la top scoreuse adverse ou bien enchaîner les 3 points dans le corner? Je dirais que j'aime vraiment bien enchaîner les 3 points. Mais je pense que la défense, c'est quand même la base de tout. Et si tu défends bien, ça donne de l'énergie à ton attaque. Donc je pense que je préférais enchaîner les stops défensifs. C'est quoi le plus dur à endurer? Une gueulante de Romain Gaspo ou bien une session d'examen à l'université? Ouais, je pense quand même une gueulante de Romain Gaspo. Non, mais parce que je suis pas du genre à trop stresser pour mes examens. Donc voilà, je pense que... Puis de manière générale, tout ce qui touche au basket m'impacte aussi plus personnellement. Donc je pense que ça serait plus compliqué de me faire engueuler. Et dernière question, tu préfères une interview de Valentin Danzy ou bien du podcast Cyril Bon?
Mais de vous, carrément. Yes. C'est bon. Léo, là, t'es en train de cracher sur les, Je sur les crache collègues. pas, hein. c'est pas moi qui l'ai dit. On saluera. Alors on salue Valentin déjà. Salut on Valentin Donzier. Puis on espère qu'il écoutera puis qu'il aura ce petit clin d'œil. Bah merci beaucoup Eléa Jaco. Avec Merci. plaisir. Beaucoup de nous avoir écoutés. On se réjouit déjà du prochain épisode. On peut faire un petit teasing, Romain, prochain épisode? Prochain épisode, ça sera du côté de la montagne. On avait déjà dit ça sur le dernier épisode. Cette fois-ci, c'est confirmé. Voilà. On vous promet un épisode. On va monter sur la montagne. On va voir double. Exactement, on va voir double. C'est beau ça. N'hésitez pas à donner votre avis. On lira. On n'est pas encore assez des stars pour dire qu'on n'arrive pas à lire tous vos messages. Et sinon, on se dit à tout bientôt. Allez, ciao ciao. Ciao ciao. Yeah, à Fribourg le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux. Jusqu'à présent.